Jonathan, puisque c'est ta première, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu, nous présenter aussi Aria, comme ça les auditeurs pourront te situer un petit peu, puisque tu reviendras chaque vendredi pour cette chronique sur la finance traditionnelle. Bien sûr, avec plaisir. Écoutez, je suis très content d'être là. Alors moi, j'ai été trader action pendant 15 ans sur les marchés traditionnels et j'ai quitté la finance traditionnelle il y a 2 ans pour me lancer dans la crypto et j'ai monté Aria. Aria, qui est une agence de notation crypto Alors, et on a une un écho, plateforme. Jonathan, excuse-moi, on a un Ah, écho qui est pas très agréable, et donc ok. je préfère prévenir maintenant plutôt qu'en plein milieu de ta chronique. Mais Euh, oui. ouais, on a un petit écho, donc là ça va mieux par exemple, donc soit tu Là, c'est t'éloignes, soit je mieux? sais pas, mais ouais là c'est mieux. Ok, 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 ça marche. Écoute, je reprends. Donc, je disais, j'ai été trader pendant 15 ans, trader action sur les marchés financiers, et j'ai quitté la finance il y a 2 ans pour monter Aria, qui est une agence de notation crypto et une plateforme d'analyse crypto-financière. Ok, donc on peut trouver Donc, quoi dessus en deux mots? en fait, Aria, dans cette plateforme, on a mis tous les outils dont un investisseur, un trader crypto aurait besoin pour prendre ses décisions d'investissement. Donc, il y a l'agence de notation où on note une centaine de crypto-monnaies et un agrégateur de news, un agrégateur de wallet pour suivre toutes ses positions, des charts évidemment, des analytics financières sur toutes les cryptos. Le but étant de pouvoir prendre ses décisions d'investissement, mais des décisions avisées cette fois-ci. Ok, eh ben très bien. J'invite évidemment toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller découvrir cette plateforme. Donc Aria Crypto, c'est quoi le site internet? C'est Aria, crypto.com. Ok, allez, génial, c'est noté. On mettra évidemment en description du podcast et de la vidéo YouTube. Alors, donc, on va commencer donc cette nouvelle chronique. Donc, alors, Jonathan, ça a bien bougé cette semaine, à la baisse d'ailleurs, je crois. Est-ce que tu veux bien nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui, bien sûr. Bah, écoute, on a pas mal de choses à se dire pour ce premier live. On va commencer par les marchés actions qui ont pris une claque en début de semaine à cause d'un PMI manufacturier qui est sorti à 47,9, donc en dessous de 50 et en dessous des attentes. Ça, c'est une première chose. Et en Alors, pour gros, ceux qui sont pas trop familiers, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu c'est quoi le PMI manufacturier oui, et en quoi ce chiffre il est important? ouais, ouais, bonne question. En gros, le PMI, c'est un indicateur de l'activité économique. Donc, au-dessus de 50, ça veut dire que le secteur manufacturier se porte bien et qu'il y a une expansion. Mais en dessous de 50, comme là, ça montre une contraction de l'économie. Donc, potentiellement, une récession à venir. Et forcément, ça fait réagir les marchés. Et donc ça c'est directement ressenti sur les actions. Ouais, ça va pas traîner. Le Nasdaq a perdu plus de 3% en une journée. Nvidia, qui était la star de cette année, a chuté de plus de 10% et les bourses mondiales ont suivi. Et bien sûr, ça a aussi impacté les marchés crypto. Donc Bitcoin, qui avait déjà du mal à résister au-dessus de 60 000 dollars, a aussi largement fléchi. Et là on constate et de plus en plus on parle de cette corrélation justement entre le marché crypto et le marché action. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Bah écoute, on continue effectivement à avoir une forte corrélation entre les deux. Et quand les marchés traditionnels souffrent, ben la crypto suit généralement. C'est pour ça que même si on est focus sur la crypto, il est important de suivre ces indicateurs classiques comme le PMI. Ok, mais tu disais tout à l'heure que une mauvaise nouvelle pouvait aussi apporter du positif. Oui, alors je vais m'expliquer. Le PMI est mauvais, donc on parle de récession. Et qui dit récession dit relance. Donc la première arme pour ça, c'est la politique monétaire. Baisser les taux d'intérêt. Donc on s'attend déjà à ce que la Fed baisse les taux de 25 points de base le 18 septembre prochain. Mais vu l'état de l'économie, on pourrait même avoir une baisse de 50 points de base. Ok, donc du coup, si on comprend bien, c'est une bonne nouvelle pour la crypto si les taux baissent. Alors, franchement, complètement. Quand les taux sont hauts, en fait, les investisseurs préfèrent des actifs sans risque, comme les obligations ou les livrets d'épargne, ou ce que nous offre PA d'ailleurs. Mais quand les taux baissent, bah, ces produits rapportent moins, donc il faut prendre plus de risques pour avoir des rendements.
Et aujourd'hui, quel est l'actif le plus risqué? C'est la crypto. Donc, si les taux baissent, ça pourrait redonner un coup de boost au marché crypto. Donc, le, le, le marché crypto, cette semaine, a beaucoup souffert, malgré tout. Bitcoin a perdu presque un peu plus de 5%, Ethereum 6, un peu plus de 6%, et Toncoin qui est en chute libre avec moins 12% sur la semaine, même après la libération conditionnelle de Pavel Durov, le CEO de Telegram, qui est à l'origine du projet Toncoin. Ouais, c'est ça. Donc on rappelle, hein, on en a parlé évidemment, hein, bien sûr que l'arrestation de Pavel a eu un impact déjà même avant, hein, sur le cours du Ton, donc le coin qui est lié à la blockchain de Telegram. Et effectivement, les récentes actualités financières aux États-Unis a accéléré encore cette chute du Ton. Ouais, exactement. Mais je voudrais m'arrêter un petit peu sur Ethereum pour le coup. On est seulement à 3% de le voir passer dans le rouge pour l'année 2024, alors que Bitcoin est encore en hausse de 33%. Et les autres Layer 1 comme Solana, Tron et même Toncoin d'ailleurs sont bien mieux placés puisqu'elles gagnent respectivement 30, 40 et 100% depuis le début de l'année. Et tout ça malgré les récents ETF d'Ethereum sur le marché. Mais c'est intéressant parce que justement mardi dernier, j'expliquais que les performances des les ETF Ethereum étaient justement assez décevants pour le coup, alors que beaucoup s'attendaient à ce que l'ETH en termes de price profite de cette institutionnalisation de l'Ether. Donc c'est vrai que c'est un peu curieux. On pourrait s'attendre justement à une meilleure performance, non? Bah oui, parfaitement. Écoute, c'est un peu surprenant. Donc malgré les ETF, Ethereum peine à se maintenir. Et c'est quand même la deuxième plus grosse crypto et son principal concurrent, le BNB, ne représente qu'un quart de sa market cap. Donc si Ethereum a du mal à avancer, ça peut soulever des questions sur l'état du marché dans son ensemble. Ok, donc alors d'ailleurs pour le coup, alors, je te pose une question ouverte. C'était pas prévu dans la chronique, mais on va en discuter ensemble rapidement si vous voulez. Quelles sont les raisons alors moi j'ai quelques idées là-dessus, mais pas arrêtées sur pourquoi justement l'ETF Bitcoin a été bien mieux accueilli par les acteurs institutionnels de la finance aux États-Unis avec l'ETF, alors qu'Ethereum finalement, en tout cas pour l'instant, hein, c'est quand même assez décevant. Moi, j'explique cela par peut-être une compréhension différente, moins forte de la proposition de valeur d'Ethereum. Je veux dire, Bitcoin, bon déjà c'est plus connu, sa proposition de valeur en tant que réserve de valeur, hedge contre l'inflation, outil de dédollarisation et évidemment outil de diversification de portefeuille. Tout ça, je pense que c'est plutôt clair à comprendre, alors que c'est vrai qu'Ethereum, l'Ether, est une monnaie qui permet de faire fonctionner une blockchain sur laquelle eh bien on développe des smart contracts. Donc peut-être que c'est moins facile à appréhender par les acteurs historiques, et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont peut-être un peu plus réticents à y investir. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, et là c'est une question ouverte hein, à Jonathan bien sûr, mais aussi aux auditeurs et aux autres chroniqueurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après, je pense qu'effectivement, les institutionnels qui ont beaucoup boosté l'ETF Bitcoin, pour le coup, sont pas encore prêts à rentrer peut-être trop en profondeur dans le marché. Bitcoin, ça leur allait, Ether, ça commence à devenir peut-être un petit peu trop exotique pour eux. À côté de ça, les autres produits Ethereum ont moins de volume. Donc les produits futurs par exemple, alors que les produits futurs Bitcoin ont quand même assez de volume pour pouvoir se hedger et pour pouvoir monter des stratégies d'arbitrage. Euh, donc je pense que les institutionnels se sont moins retrouvés dans Ethereum que dans Bitcoin. Ok. TX, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, il y a une métrique. Ouais, vous m'entendez bien? Ouais, il y a une Ouais, on métrique t'entend. que je regarde assez souvent, c'est celle du nombre de Bitcoin et celle du nombre d'ETH dans les ETF, donc qui sont donc la quantité qui est déposée dedans. Et ce qu'on observe quand même, c'est que là, ça a un peu baissé sur la dernière semaine, mais
on reste quasiment sur des plus hauts, tu vois. Il y a le nombre de Bitcoin dans les ETF, le nombre d'ETH dans les ETF, il a rarement été aussi haut. Enfin, pour Ethereum, c'est un peu différent vu que ça a été lancé plus récemment, mais sur Bitcoin, il y a quand même un vrai intérêt pour les institutionnels, quoi. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, ces phases de marché où on essaye un peu enfin, quand je dis on, c'est un peu peut-être les gros ou je sais pas trop, mais qui essayent de nous faire déprimer pour nous faire quitter le marché avant une hausse, tu vois. C'est toujours les mêmes mécaniques un peu. En Après, effet. Ethereum est aussi victime de son timing, hein, je pense. Il est arrivé sur le marché au mois de juillet, au mois d'août, tout s'effondre. Je ne sais pas si on pouvait s'attendre à ce que les institutionnels se mettent à acheter de l'Ether quand tout le marché tombe. Oui, et puis il y a aussi, il y a aussi un contexte macro avec notamment l'élection américaine, une incertitude sur le marché, une situation géopolitique aujourd'hui qui est quand même assez instable. Et c'est vrai qu'en général, on a plutôt tendance à peut-être être un peu plus prudent sur ces investissements dans les périodes d'instabilité comme celle-là. On voit d'ailleurs des gros acteurs qui ont vendu énormément d'actions récemment pour se constituer une réserve de cash importante, parce qu'ils s'attendent effectivement à une baisse forte des marchés dans les prochaines semaines et les prochains mois. On parle de nouvelles crises financières, on parle de crash boursier jamais vu auparavant, et donc les gros acteurs, ils ont peut-être envie d'avoir une réserve de cash suffisante à ce moment-là pour pouvoir ensuite réinvestir massivement sur les valeurs à fort potentiel. On l'a Oui, oui, vu notamment avec Warren Buffett, c'est qui est très vraiment possible. l'exemple Ouais, ouais. typique, qui a constitué, je crois, environ 1000 milliards, non pas 1000 milliards peut-être, si, enfin une énorme somme d'argent en vendant notamment du Apple et tout ça. Et en fait là, il est assis sur une réserve de cash énorme. Et en général, quand il fait ça, c'est parce qu'il s'attend à un crash important du marché, et ensuite il va venir racheter tout à prix extrêmement bas, quoi. Donc si lui a ce type de stratégie, je serais pas surpris que d'autres également suivent. Cet opportunisme qui est tout à fait d'ailleurs classique dans la finance. Ok, bah écoute, en tout cas merci beaucoup Jonathan pour cette première chronique. N'hésitez pas dans les commentaires ou même de venir me voir en privé si vous voulez. Si voilà, vous avez des retours sur cette chronique, si vous souhaitez qu'on aborde plus ou moins tel ou tel sujet. En tout cas, c'était hyper intéressant. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Jonathan, pour une nouvelle chronique finance traditionnelle. Yes, merci beaucoup. Bon week-end à tous. À bientôt. Salut Jonathan.